Bonjour tout le monde. Bonjour Diouf, bonne arrivée. Merci. J'étais là depuis, mais après il y a eu une déconnexion. J'étais là depuis 8h30. Comme, Mais j'ai eu une déconnexion. Il fallait me euh, reconnecter. Diouf Amadou, Oui. il n'y a pas de justificatif. Nous, on veut les 20 000 là seulement. Vous voulez? Les 20 000 là. Non, il n'y a pas de 20 000 parce que moi, je suis à l'heure. Non, on t'a pas vu. Moi, je suis à l'heure. Traoré, on a dit 2000 francs. C'est ça. Non, mais moi, Diouf, c'est un grand là. J'ai multiplié par 10. Toi, tu es méchant, hein? Donc, Doyen on Diouf, va commencer bonjour. la session de la journée. Oui. D'accord, je commence par partager mon écran et vous D'accord. dire bonne arrivée à tous. Merci. J'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon lundi surtout. Oui, très studieux et laborieux. Beaucoup de courage. Merci. D'accord, donc nous allons poursuivre avec l'analyse économique de la mise en conformité d'une organisation suivant un référentiel privé. Nous allons continuer par respecter les règles que nous sommes fixées en début de la formation, qui sont d'être assidus et ponctuels, 9h à 11h. Nous connaissons tous la sentence pour les retardataires. Audience se chargera de faire l'encaissement à la fin de la formation. Il y en a, vous allez beaucoup encaisser aujourd'hui, là. Il y a beaucoup de retardataires. À la fin, tu les transfères en Côte d'Ivoire pour que je puisse les conserver jusqu'à la fin de toutes les séances. OK. Ensuite, les règles de prise de parole. Nous allons lever la main lorsque nous voulons prendre la parole. Nous allons couper les micros pour éviter les interférences et le bruit et être dans un endroit calme pour bien travailler. Nous allons poursuivre toujours avec le premier module qui est Introduction au diagnostic d'entreprise, analyse d'une entreprise agroalimentaire. Pour poursuivre, nous allons nous soumettre à un premier exercice. Je le lis. Les participants devront compter collectivement de 10 à 1. Là, c'est facile, non? Oui, c'est pas compliqué. C'est pas difficile. Relativement, hein? Tout est relatif. Mais attention, si deux participants disent le même numéro en même temps, le groupe devra repartir de 10. Ah, ça se On complique. vous demande de le faire collectivement, mais si on attend le même chiffre de la part des deux participants, vous reprenez. Ça se complique. En d'autres termes, est-ce que c'est collectif? D'accord, on va essayer. De bien regarder les autres participants pour placer un numéro au bon moment. D'accord, donc nous allons commencer l'exercice. On vous avait dit que c'était collectif. Mais on vous dit ici que vous pouvez, ensemble, vous ne pouvez pas dire le même numéro. Ah, on ne peut pas dire le même numéro. Ensemble, collectivement. Mais est-ce que c'est collectif, ça? Oui, j'ai perdu mon téléphone, donc. En d'autres termes, On commence. en d'autres termes, comment devez-vous compter? On peut commencer? Vous pouvez commencer. 10. 10, 9, 8, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 8, 7, 6. Mais M. Diouf a dit tous les numéros. Moi, j'ai fini. 3, 0. Allô? Allô? On dit collectivement. 10. Donc, Allô? on vous regarde. 10, 9, 9, 8, 8, 7,
attendez que je donne le top chrono. Ah, d'accord. Attention, Vous pouvez c'est une commencer. équipe. Alors, c'est une équipe. Vous devez compter de 10 à 1. C'est une équipe. Dans une équipe, peu importe qui a marqué le but, on compte c'est un but. Attention, deux personnes peuvent pas marquer un but en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on dit, si vous comptez ensemble, vous prononcez un même nombre ensemble, on recommence. Donc, ceux qui vont, il y a 10 qui vont dérouler là. Attention. Donc, je peux donner un top D'accord. chrono. Donc, top chrono, l'équipe. 10, 10, 9, 7. 9, 4, On recommence. Il y a eu un saut. Ah Il y ouais. a eu un saut. ok, oui, il y ça a va quelqu'un dans... il y a quelqu'un qui Pas allait 10. trop vite là. on reprend 10, On reprend. Oui, 10, 9, 8, 6, 6, 5. 4, 3. 2, On reprend. Il y a eu des blocs. 2 fois 6, Il y a 2 eu des fois blocs. 6. On reprend. c'est moi qui ai poussé alors. 10. 9, 8. 7, 6, 4. 3, 2, 2 fois 3, ça marche pas. On reprend une dernière fois parce qu'il y a eu 2 fois 2. Bon, peut-être. 9. Non, les gars, entendons-nous calmement. On attend que, après un chiffre, on attend que les autres prononcent avant de se prononcer. Entendons-nous calmement. Voilà. Quand il faut que prononcer, on attend calmement, l'autre prononce et on continue. D'accord. On y va. La dernière chance. 10. 9. 8, 8. 7, Traoré, toi, tu C'est es allé raté. trop. Petit conseil, je vous recommande fortement d'allumer vos caméras. Ça va vous aider. Vous allez voir ça va vous Oui, aider. peut-être avec les caméras. Autrement, Voilà. vous Celui pouvez qui vos lève la caméras, je main, vous recommande fortement. celui qui lève la main, Mais ça il va dit le aller. chiffre. Ouais. Observez bien vos pairs et allumez vos caméras. Ça va aller. La connexion ne permet pas. D'accord. Donc, Oui, mais le nombre de personnes connectées peut compter. Et ceux qui ont les caméras là déjà peuvent compter. d'accord. Donc, 10, on lève la main 9, et on dit les chiffres. on vous écoute. On 10, recommence. 9. 8, 8. 7, 7, c'est raté. il y a 2 8. Bon, d'accord, C'est raté. on va continuer. Bon, C'est pas d'accord, évident. bon. Hein? Pour vous noter, je vous donne 3 sur 10. Non, ce n'est pas si évident que ça. Bon, rien n'est jamais aussi évident qu'on le pense. C'est la leçon qu'on peut tirer de cet exercice. voilà. D'accord. Donc, après l'exercice où vous avez eu 3 sur 10, nous allons poursuivre. Les dieux de la technologie. OK, c'est bon. Et donc, les objectifs poursuivis depuis le vendredi sont identifier les outils du diagnostic de base, identifier les éléments de base d'un diagnostic complet, comprendre la fonction de production de l'entreprise et sa pertinence pour le diagnostic économique d'une entreprise agroalimentaire, identifier les différents éléments fondamentaux nécessaires à la compréhension de l'entreprise. Et donc, la dernière slide que nous avons vue ensemble, c'était que le diagnostic économique s'articulait autour de 5 thèmes clés: l'analyse de l'entreprise et la place de l'entreprise dans son marché, l'étude de ses systèmes de production, l'analyse de ses réseaux de distribution, la compréhension des motivations des hommes et des femmes de l'entreprise, et enfin la politique en matière environnementale, sociale
et de gouvernance. Mais je voudrais aussi préciser que cette formation est complémentaire à ce que nous faisons déjà sur le terrain. Lorsque nous allons sur le terrain, nous faisons un diagnostic de l'entreprise conformément au référentiel qu'il veut mettre en place. Et donc, l'analyse économique ne remplace pas ce que nous faisons préalablement. Je voudrais dire que c'est vraiment complémentaire. C'est vrai que nous regardons la conformité de l'entreprise, nous leur faisons un plan d'action ou eux-mêmes font un plan d'action, mais pour la conformité ou pour le déroulé de ce plan d'action, il est intéressant que derrière, ils puissent connaître la viabilité, ils puissent connaître toutes ces notions économiques afin de pouvoir prendre de bonnes décisions ou de revoir sa stratégie. Donc, je voudrais dire que les deux sont complémentaires. Donc, Claude, tu pourrais poursuivre. D'accord. Si tu peux passer à la diapositive suivante. Là, on va essayer de voir point par point ce que renferme chaque grand ensemble qu'on a présenté. Donc, on commence par l'analyse du marché. En fait, faire une analyse du marché, cela revient déjà à définir ce que le marché, c'est-à-dire quelle est l'offre et quelle est la demande qui est en train d'être adressée. Et puis, il faudrait voir si le marché sur lequel se positionne l'entreprise est en phase de croissance. Est-ce qu'il faut analyser sa croissance et les risques qu'il peut y avoir. Quelquefois, l'entreprise peut avoir un choix, mais se positionner sur un marché qui est en déclin. Ça peut être une erreur qui sera fatale. Maintenant, ça empêchera naturellement, vous pouvez imaginer que son plan de conformité aussi, pour qu'il soit, ne puisse se mettre en œuvre parce qu'il n'est pas sur le bon marché. Donc, ce serait bien de s'intéresser à la croissance du marché. Par croissance du marché, ici aussi, c'est voir est-ce qu'il y a une évolution en termes de volume, de quantité consommée, demandée sur le marché ou en termes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire de vente. Ça, c'est deux éléments qu'on peut prendre dans l'analyse du marché. Il est aussi intéressant dans cette analyse de voir sa part de marché. Quelle est la part de marché que l'entreprise cible ou que l'entreprise possède pour pouvoir déjà avoir une idée sur son positionnement par rapport aux autres acteurs qui peuvent être sur le marché. Donc, quand je parle d'acteurs, vous comprenez naturellement qu'après, il faudra aussi s'intéresser à la concurrence. Donc, c'est comment s'exerce la concurrence, qui sont déjà les concurrents et comment ils s'exercent. Donc, parlant de comment s'exerce la concurrence, comme vous pouvez le voir sur PowerPoint, il y en a deux. La concurrence peut s'exercer par le prix, c'est-à-dire on va avoir un prix. La concurrence se présente par une proposition de prix les plus compétitifs. Ça suppose donc que pour l'entreprise, son challenge, ce sera de réduire ses coûts au maximum pour avoir les prix les plus bas possibles. Ça sera son challenge si la concurrence s'exerce par les prix. Maintenant, la concurrence aussi peut s'exercer par les produits. Et là, on va sur des questions de qualité de produit. Et pour l'entreprise, sur un plan stratégique, ce qui apportera plus de valeur ou permettra de se démarquer, ce sera par exemple son service après-vente, l'image, la qualité de l'image qu'elle va projeter. Et là, il y aura un accent sur la stratégie de différenciation, comment elle se démarque. Bon, je voudrais dire aussi que dans un environnement parfait, on a soit l'un, soit l'autre. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de l'économie, il est possible que vous ayez une concurrence qui soit mixte, qui aura un pan qui sera orienté sur le prix et un autre pan sur la qualité. Donc, il y aura toujours une sorte de combinaison et il faut trouver un juste équilibre. Quel est l'élément qui est le plus fort parmi les deux? Donc, l'un n'empêchant pas l'autre. Donc, c'est ça, en quelque sorte, ce qu'on attend de l'analyse du marché quand on fait un diagnostic économique. Donc, si on peut passer à la slide suivante, à moins qu'il y ait une question qui pourrait naître. D'accord. Donc, c'est là où un peu les deux, la démarche, c'est-à-dire que le diagnostic de conformité et le diagnostic économique vont se rejoindre, c'est qu'ils vont être tous deux, vont avoir fort intérêt pour le système de production. Donc, dans l'analyse du système de production sur le plan économique, c'est déjà savoir si l'entreprise
produit elle-même ou elle sous-traite le produit qu'elle veut peut-être mettre sur le marché. Là, ça vous permet déjà d'analyser un peu plus loin certains de ses choix stratégiques en sachant si elle produit elle-même ou elle sous-traite. Donc, maintenant aussi, voir aussi la proximité du lieu de production avec le lieu de commercialisation. Ça vous permet aussi déjà de vous projeter sur les enjeux liés à la logistique et pendant la phase de commercialisation. Vous m'excuserez, je fais entrer les retardataires, donc il peut y avoir des petits temps d'arrêt. Je m'excuse vraiment. Bon, il s'agira aussi dans le système de production d'analyser la main-d'œuvre. Est-ce que vous avez affaire à une main-d'œuvre qui est permanente? Est-ce que vous avez affaire à une main-d'œuvre qui est temporaire? Et là, vous comprenez que quand vous analysez la main-d'œuvre, il y a de gros challenges en termes de disponibilité à main-d'œuvre de qualité, si elle est temporaire. Et là, il faudra un peu creuser plus pour voir si on est dans un camion temporaire, si on pourra l'avoir en permanence par rapport au plan d'action que vous allez peut-être élaborer. Ça peut être un facteur de risque aussi qu'il faudra pouvoir mitiger. Il s'agit aussi de vérifier la cohérence entre le mode de production, l'organisation de la production et les attentes du marché. Sur ce point particulièrement, il y a à peu près 4 modes de production. Donc, le premier mode, ça sera qui est plus recommandé pour les denrées non périssables, ce sera la production sur stock pour certaines qualités. C'est-à-dire que vous produisez, vous stockez et puis vous mettez sur le marché. Il y aura un autre mode qui voudrait que on appelle la différenciation à la demande, c'est-à-dire que vous produisez un ensemble de sous-produits et vous assemblez en fonction du besoin du marché. Ça vous permet de différencier le moment venu, quand vous avez une commande ferme. Vous avez un autre mode de production qui va être la production à la commande, c'est-à-dire c'est quand vous avez la commande que vous lancez la production. Ça, c'est un autre mode. Et puis, vous avez le dernier mode qui est le mode projet, c'est-à-dire c'est ce qu'on reçoit dans les appels d'offres le plus souvent, c'est quand il y a un besoin, c'est des produits spécifiques. Et je voudrais raconter une anecdote par rapport au mode de production. C'est assez percutant dans le sens où il y a très récemment dans une autre émission, dans un autre contexte, où on accompagne une entreprise de textile, on avait, en fait, ils font dans la serviette hygiénique à base de tissu, dont le relavable, comme on dit souvent, et ils travaillent avec les ONG. Et quand on est arrivé dans l'entreprise, en fait, elle travaillait à la commande. Pour vous voyez un peu comment le monde peut influencer un chiffre d'affaires. Elle travaille à la commande, c'est-à-dire que les ONG passaient les appels d'offres entre novembre et avril de l'année suivante. Et à ce moment, elle faisait à peu près 30 millions avec ce mode. Et ce n'était pas faute de commandes, il y avait énormément de commandes, mais vu les délais qui étaient pratiqués, le délai de couture, ils ne pouvaient pas répondre, faire plus que ça. Alors, on est arrivé, on les a fait une proposition. Vu qu'on était sur de la serviette hygiénique, je vous ai dit tantôt sur le premier mot, ce n'est pas une denrée périssable. On les a dit, OK, votre marché, vous le passez, où vos commandes se passent entre novembre et février ou avril. Cela n'exclut pas que vous puissiez produire toute l'année pour attendre ça parce qu'on avait identifié le potentiel marché. Et la première année, on s'est lancé donc en 2021. On s'est lancé la mission de produire sur 2021 pour attendre la fin d'année et pouvoir répondre aux appels d'offres en offrant des délais assez courts. C'est ça. Ça, c'était l'action stratégique qu'on avait adoptée pour battre les concurrents. C'est qu'on disait, si on fait un certain stock, 80% de ce qu'on pense potentiellement faire, on va proposer des délais très courts et on va gagner le concurrent. En appliquant cette méthode, juste cette méthode-là, en changeant juste ce mode-là, l'entreprise est passée de 30 à 200 millions. Donc, vous voyez, parce qu'elle là, elle avait des stocks, elle pouvait saisir énormément d'opportunités. Juste en faisant ce mode. Donc, analyser le mode de production et avoir un mode de production adéquat à son marché peut vous amener à multiplier votre chiffre d'affaires sans le moins d'efforts par 5, 6, voire plus. Mais il faut se dire, c'est vraiment les modes sont en fonction de la qualité de la capacité du produit, la capacité d'absorption du marché. Ça, c'est ce qu'il faut analyser au préalable.
et s'assurer que par rapport à votre marché, challenger votre mot pour voir si c'est la meilleure des options possibles sur les 4 possibles. Est-ce qu'on ne peut pas essayer une autre? Ça, ce sera ce qu'il faudra pouvoir analyser au niveau de l'organisation industrielle pour la mise en place du produit. Bon, maintenant, évaluer aussi la pertinence du niveau d'investissement. Est-ce que les technologies que l'entreprise dispose aujourd'hui sont les bonnes technologies? Est-ce qu'on n'est pas dans des technologies qui seront rapidement abandonnées? Sur la technologie, il faut être très, très prudent, il faut être très, très regardant dans la mesure où aujourd'hui, on a aussi des entrepreneurs ou des entreprises qui ont fait des commandes et qui sont allés vers le marché asiatique. Voilà. Et certains qui sont allés pour des coûts bas. Mais on s'est très rapidement rendu compte aussi que les équipements qui sont à très bas coût posent souvent des problèmes de maintenance ou alors de services après-vente et quelquefois sont abandonnés. Donc, il faut pouvoir aussi, en regardant la production, il ne faut pas investir trop, mais s'intéresser au choix des technologies que fait l'entreprise pour se rassurer qu'elles seront pertinentes ou elles n'entraîneront pas un dépassement dès qu'on aura mis la norme en place. Donc, c'est ça qu'on attend un peu dans l'étude du système de production. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on passe à la slide suivante où il y a des questions? Est-ce qu'il y a une question? Bon, je n'ai pas de main levée. Je pense on va passer à la slide suivante. Donc, maintenant, en termes de réseau de distribution, ça aussi, c'est très important. Bon, parce que le réseau de distribution, quand on parle de réseau de distribution, on s'intéresse à trois grands rôles, hein. C'est la logistique, c'est-à-dire ça va de la présentation du produit, la livraison, le stockage. Est-ce que l'espace de stockage, par exemple, du produit fini est adéquat? Après, il y a le conseil et le service. Donc, ça peut être la notice qu'il y a sur le produit, comment c'est présenté, les promotions et services après-vente, quand on parle de réseau de distribution, et puis un financier, achat faible. Est-ce que vous avez affaire à un réseau où, par exemple, si c'est un exportateur, il y a quelqu'un qui va acheter, le transitaire va acheter pour pouvoir faire acheminer où? Alors, il va faire acheminer lui-même. Est-ce que c'est le responsable ou l'entreprise qui gère l'acheminement vers le marché européen, par exemple? Donc, quand vous faites une analyse du réseau de distribution, c'est d'apprécier la stratégie de distribution en ayant pour challenge de se rassurer que ça offre les coûts les plus bas possibles. Est-ce que c'est les meilleures options en termes de coûts pour pouvoir maîtriser ces coûts? C'est ça, ce sera ça un peu l'intérêt de faire une analyse du réseau de distribution. Est-ce que ça permet de mettre à disposition le produit dans les délais convenus? Rappelez-vous des objectifs de l'entreprise, mettre à disposition le produit dans celui sera qualité attendue dans les délais convenus, au lieu convenu. Est-ce qu'aujourd'hui, le réseau de distribution qui est en place permet d'adresser ces objectifs-là? Ce sera un peu ça, la quintessence de ce qu'on va faire dans l'analyse économique. Donc, slide suivante, on va passer à la compréhension des hommes et des femmes de l'entreprise. D'accord. Donc, ici, naturellement, il faut se rassurer qu'il y a une bonne communication entre, je vais dire, les actionnaires et les dirigeants. Du moins, s'assurer qu'ils regardent tous vers la même direction. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux objectifs des actionnaires. Eux, comment ils voient l'entreprise, où ils veulent orienter, parce qu'en fait, c'est les actionnaires qui définissent à peu près la stratégie d'entreprise et il faut se rassurer que tout ce qu'on veut faire s'aligne sur leur stratégie à eux, leur moyen de voir. Il faut aussi connaître un peu les objectifs et le positionnement du dirigeant face à ses actionnaires parce qu'il faut dire que c'est le dirigeant qui va mettre en œuvre la stratégie. Donc, il faut se rassurer que tous les deux parlent le même langage et qu'ils ont une même vision de l'orientation qu'ils veulent donner à l'entreprise. Et à peu près, après, il y a quelque chose de pas évident, je le concède, c'est pas évident à absorber de l'extérieur, mais il y a aussi la culture d'entreprise pour voir un peu à quoi l'entreprise carbure, est-ce qu'on a une équipe motivée, tout ce que vous pouvez mettre dans la culture d'entreprise, qu'est-ce qui sont des facteurs des leviers intéressants
pour la performance de l'entreprise sur le plan culturel ou qu'est-ce qui peut être un frein. Ça aussi, il faut voir et analyser. C'est où qu'on sait que ce n'est pas évident. Donc, avec de l'aide qu'on a pour faire un diagnostic, ça ne sera pas forcément la chose la plus évidente à faire. Mais avoir un regard critique, c'est toujours intéressant sur la culture. Donc, voilà un peu ce qu'on attend comme analyse sur la motivation des hommes et des femmes de l'entreprise. Maintenant, on passe déjà à la politique en matière environnementale, sociale et la gouvernance. Naturellement, qu'est-ce qu'ils font déjà d'intéressant en termes de politique de développement durable? Qu'est-ce qu'ils font d'assez intéressant? Ça peut être intéressant et ça permettra de savoir sur quoi on peut s'appuyer pour créer des effets de levier, des expériences pour pouvoir les amener à adopter de nouvelles pratiques, sachant qu'on a quand même des choses sur lesquelles on peut capitaliser. Et puis aussi les enjeux et les politiques en termes de bonne gouvernance. Naturellement, tout projet d'amélioration, s'il n'y a pas une bonne gouvernance derrière, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des motivations des hommes et des femmes, le projet peut être arrêté juste par rapport à des blocages ou des désengagements. Si vous êtes dans une coopérative de certains, s'ils ne sentent pas qu'il y a une certaine transparence dans la gouvernance, vous pouvez avoir des projets qui n'arrivent pas à se déployer à cause de ces aspects-là. Vous pouvez avoir des risques que vous n'identifiez pas. Parce que si vous êtes dans une entreprise qui a un projet qui est fortement adossé à une seule personne, au cas où la personne n'est plus, pour X ou Y raison, ou est indisponible, le projet va forcément ou probablement marquer un arrêt ou disparaître complètement. Donc, après, il faudra aussi regarder ces éléments-là pour se rassurer qu'il n'y a pas trop, on n'est pas dans un environnement où il y a peut-être, on va dire, la continuité peut être pensée et c'est pas trop centralisé. Il y a une certaine démocratie quand vous avez affaire à des groupes et que tout le monde est engagé. Donc, je pense c'est ce qu'on pourrait dire sur ce qui revient au diagnostic économique. Mais on dit bien c'est complémentaire à ce que vous faites déjà. Donc, ceci ne permet que d'avoir une panoramique de l'entreprise. Quand vous avez votre mission sur le diagnostic de conformité, faites votre diagnostic et vous y ajoutez le diagnostic économique pour avoir une vue panoramique. Parce que derrière aussi, le challenge, c'est que on puisse mettre en œuvre le plan d'action et on se rassure qu'il n'y a pas de blocage qui pourrait survenir soit de la stratégie d'entreprise, soit du processus marketing, soit du processus de production, soit du processus administratif. C'est exactement ce que le diagnostic économique essaie de vous apporter comme complément d'information pour la bonne mise en œuvre du plan d'action que vous aurez naturellement élaboré selon vos compétences et vos pratiques habituelles. Donc, on passe à la slide suivante qui se résume à voir si on a des questions, soit sur la présentation qu'on vient de finir, soit sur le contenu du cours que vous avez sur les tuiles. Ou s'il y a des liens qui ne sont pas encore bien perceptibles, on peut revenir dessus. Alors, c'est clair pour tout le monde? Vous pouvez lever la main. Oui, On t'a vu. Levez la main, non? Oui. oui, monsieur Richard, oui, allez-y. Après, on va passer la parole à M. C'est Traoré. Traoré, c'est Traoré, c'est Traoré. C'est Traoré qui voulait prendre la parole, c'est pas Richard. D'accord, monsieur Traoré, allons-y. Oui, merci bien, Jean-Claude. Je voudrais revenir un peu sur les modes de production là. Oui, mode de production, d'accord. Si tu Oui, peux revenir sur voilà. Si la on production. peut bien, je ne vois pas la différence très clairement, si on peut bien clarifier les 3 et 4 là, c'est-à-dire à la commande et puis par projet. Bon, je me dis Ah, que les modes de par production, que je revienne pour expliquer les modes de production. le 3 et 4. D'accord, bon. Le Ok, je vais 3 essayer et de faire 4. les exemples. Par commande et par projet, c'est ça? Oui, voilà, le 3 et 4, oui. D'accord.
Pour faire simple, quand vous voulez construire une maison, vous êtes par projet. C'est-à-dire que votre maison ne sera pas celle que j'aurais, par exemple, le plan de ma maison. Donc, on va vous produire quelque chose, mais c'est vraiment avec des spécificités propres à votre besoin. C'est pour ça que par projet, c'est souvent ça. C'est des trucs sur mesure, comme on dit souvent. Là, on est vraiment par projet. C'est adapté à des besoins que vous avez, caractéristiques que vous avez prédéfinis. Bon, à la commande, c'est que le produit, il est défini. Comme si vous avez la pâtisserie, vous voulez faire un gâteau, on va dire gâteau à l'orange. On connaît la recette du gâteau à l'orange, mais peut-être pour un anniversaire. Mais on ne lancera la production du gâteau à l'orange que quand vous aurez passé la commande parce que le besoin, il ne court pas les rues. On ne va pas faire du gâteau à l'orange pour pouvoir prendre le risque de jeter plusieurs. Donc, même si on connaît très bien la recette, on attendra d'avoir une commande ferme avant de lancer la production du gâteau à l'orange. Je ne sais pas si en illustrant comme ça, c'est plus clair. Oui, c'est clair, parce que c'est surtout à la chose là, par le projet là, qui a permis de clarifier ça. C'est bon pour moi. D'accord. Une autre préoccupation? Oui, Madame Fall. Oui, Monsieur Claude. Donc, merci pour cette présentation. Donc, c'est clair, mais il y a juste quelques questions. Donc, par rapport toujours au mode de production, donc rebondir sur ce que M. Traoré a dit tout à l'heure. Donc, quand vous avez dit par projet, par commande, donc on dirait que par projet, donc, peut être également par commande. Donc, c'est ce que j'ai compris, ce que vous avez dit tout à l'heure. Le quatrième. Non, il y a une petite différence. C'est vrai que ce qui peut créer la confusion, c'est qu'on attend, c'est un client qui déclenche. Ça, c'est ce qui peut créer la commande. Pour une maison, j'ai pris deux exemples justement pour essayer d'expliquer. Une maison, on ne peut pas à la base savoir exactement quelle sera votre maison. Si vous prenez Madame Fall, vos exigences en termes de maison et ce que Claude va demander en termes d'exigences en termes de maison, on ne peut pas savoir quelles seront nos exigences les uns les autres. Maintenant, pour un gâteau à l'orange, je vais prendre le gâteau parce que c'est plus simple, c'est plus illustratif. On peut connaître dans un livre de pâtisserie, il y a la recette. La seule raison pour laquelle on ne fait pas gâteau à l'orange, c'est parce que, premièrement, par commande, c'est souvent parce que déjà, il n'y a pas beaucoup qui vont demander. C'est assez, même si c'est connu, les commandes vont pas, les demandes ne courent pas la rue, donc on ne veut pas faire du gaspillage. En fait, quand on va sur par commande, c'est parce on se protège du risque de perdre de la matière et en produire trop. Donc, si tu vas prendre, par exemple, un avion, un Airbus, par exemple, on sait comment construire un avion, mais la demande en termes d'avion est tellement rare que on va lancer la production d'un avion quand il y aura une commande ferme, parce qu'on sait que là, quand on produit, il y aura quelqu'un qui va acheter ou qui a fait une avance ferme qui permet de se rassurer qu'on ne va pas produire et attendre des années. Maintenant, si vous voulez lancer une fusée, par exemple, vous comprenez que c'est quand vous avez ce projet, il faut construire par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que l'individu veut pour construire un truc sur mesure pour pouvoir l'aider pour atteindre ce projet-là. Je ne sais pas si c'est plus clair maintenant. Oui, c'est plus clair, mais par commande également, donc on doit respecter les exigences, les besoins du client. Donc, Oui, tout à fait. Oui, mais le client, quand il vient, le client n'a pas beaucoup de modifications qu'il va ajouter. Il n'en a pas beaucoup parce qu'il a un standard. C'est-à-dire que, oui, la décoration, il peut changer la décoration. Mais dans le fond, c'est que dans
à 99%, c'est ce que l'entreprise a pensé, c'est ce que l'entreprise a pensé. Il peut y avoir des légères modifications. Par projet, en réalité, le client a tout, on conçoit le produit à partir du états du client. C'est qu'il y a toute la partie conception qui entre en jeu. Par contre, par comment la partie conception n'est pas prise en compte. Je comprends mieux maintenant. Maintenant, ces 4 modes de production peuvent être utilisés par une même entreprise pour un même produit, ou bien chaque entreprise a seulement le droit d'utiliser un seul mode. Comment cela se passe? Bon, les 4 modes, c'est en fonction, je vous ai dit, c'est en fonction de votre marché. Pour chaque produit, vous devez analyser, voir ce qui s'adapte le mieux. Si vous êtes dans prenons les serviettes hygiéniques, par exemple, si elle n'était pas dans un système, vous avez vu, elle était dans un système où on passait les commandes pendant une période définie de l'année, qui est très proche de ce qui se passe dans le secteur horticole. On définissait les commandes de novembre à janvier. Donc, elle a naturellement réfléchi qu'il faut qu'elle passe par commande, parce que là, s'il y a les commandes, elle sait qu'elle va vendre. Mais maintenant, on est pas sur un postulat que, avec l'analyse qu'on a faite, le diagnostic qu'on a fait, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait, le marché il était évalué à peu près 500 millions. Et il ne faisait que 30 millions. Et on s'est rendu compte que, de toute façon, on a un denrée qui n'est pas périssable, qui ne va pas se détruire. Donc, si on produit même avant, ce n'est pas grave si ça attend. Donc, il y a 2 paramètres qu'on voit. On a vu le potentiel marché, on a vu la denrée, que bon, OK. Vu que quand on produit par projet, on fait 30 millions parce qu'on ne peut pas faire mieux que ça en termes de capacité de production. Et les 400 millions, c'est vrai que sur 400 millions, si c'était sur 500 millions, il y a 430 millions que les concurrents s'arrachent. Donc, chacun va prendre un petit bout. On s'est dit, donc, d'accord, si on ne peut pas faire mieux de 30 millions, au moins sur toute l'année, on peut produire et attendre. Mais là, on savait que ce qui est sur le marché va absorber. Parce que je vous ai dit, on a fait 80%. C'est-à-dire que sur le marché, on a trouvé. Et là, il y avait un choix. Dans ce choix, il y avait aussi un choix d'ordre tactique. C'est de dire, on va battre la concurrence, parce que le terrain, c'est de produire vite par rapport aux activités des ONG, sur le délai de livraison. Donc, c'est pour ça qu'on allait vers ça. Et du coup, on a eu gain de cause. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui entrent dans l'analyse du mode de production. Et surtout, l'un des paramètres clés, c'est comment se comporte votre marché. Si vous êtes dans un produit dont les commandes sont très faibles, puis vous commencez par commande, vous essayez de comprendre. Maintenant, si vous allez dans un produit, même la fin d'année avec, pour les chrétiens, marché de Noël, toutes les entreprises qui sont sur le marché de Noël produisent toute l'année et ne vendent qu'en décembre. Donc, vous voyez qu'eux, ils savent que s'ils ratent la période de décembre, c'est foutu, l'année, elle est fichue. Donc, ils vont tout faire pour préparer l'année. Ça, c'est des éléments. L'élément de base, c'est déjà comment le marché il se comporte et comment je fais pour planer le maximum de parts de marché possible. Donc, vous pouvez utiliser un mode de production parce que vous voulez anticiper sur les délais de livraison. Ça, vous faites des stocks et vous vendez. Mais je dis bien, c'est analyse. Je ne peux pas répondre tellement comme ça parce qu'il faut analyser aussi les caractéristiques du produit en plus du marché et comment se comportent les concurrents. De toute façon, il faut pouvoir se différencier avec ces processus. Dans ces processus, c'est un ensemble d'éléments, mais tout est possible avec les modes de production. Si vous êtes dans le secteur horticole, c'est les denrées périssables. Donc, le mode de production ne va pas être le même. Il faudra tenir compte du fait que combien de temps peuvent tenir la denrée. Est-ce que ça sera frais? Est-ce qu'on va aller à la commande? Est-ce que si vous mettez à la commande, vous voyez bien qu'il faut le temps de culture, donc ce n'est pas possible. Donc, c'est comme ça, ce n'est pas élimination. Chaque produit, vous éliminez pour voir quel est le mode qui s'adapte le mieux par rapport à ce que vos clients. Si vous êtes sur des trucs séchés, vous pouvez aussi aller sur des positions sur stock. C'est vraiment ça. Il faut voir les caractéristiques du produit et comment le marché se comporte. D'accord. Merci beaucoup, c'est plus clair maintenant. D'accord. Moi qui vous remercie. Oui, monsieur Mba. Oui, merci pour les explications. J'ai juste une inquiétude. J'ai l'impression que en regardant les rubriques là, qui peuvent être vérifiées dans le cadre du diagnostic d'économie dans une entreprise, les 4 derniers là, les réponses peuvent être obtenues en discutant, en échangeant avec
les intervenants dans la société ou bien dans l'entreprise. Étant donné le temps relativement court qu'un expert peut passer dans une entreprise, j'entrevois une difficulté, la difficulté de l'analyse du marché, pouvoir identifier les concurrents, essayer de voir quelles sont les exigences du marché et quels sont les autres contours qui peuvent permettre de donner un conseil approprié à l'entreprise. Est-ce qu'au cours de cette formation, on aura vraiment les outils et même les éléments qui nous permettent de pousser l'analyse du marché profondément et pouvoir donner des réponses pertinentes aux entreprises? C'est ça ma question. OK. Qu'est-ce qu'on met dans outils? Monsieur Mba, Oui? qu'est-ce que vous mettez dans outils? Ah, je ne sais pas, c'est les capacités, c'est pas des systèmes que vous utilisez souvent pour faire ces analyses-là. C'est-à-dire que comment faire avec le temps relativement court, généralement que le collier accorde aux experts assez dans une entreprise pour pouvoir pousser plus loin les analyses en termes, surtout dans le domaine de l'analyse du marché, pour voir quels sont les D'accord. concurrents, quelles sont leurs stratégies, quelles sont les exigences du marché, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà faites que vous mettrez à notre disposition pour voir facilement, peut-être dans le cadre de la commercialisation des fruits et légumes, essayer de pousser vraiment ces analyses, surtout l'analyse du marché? Bon. Je peux compléter OK. la question, Oui. de M. Mba, Oui. ou bien est-ce qu'il y a une checklist à partir de laquelle on peut faire le diagnostic global d'une entreprise? Bon, je pense pas que le collègue ait construit une checklist. Je ne pense pas, parce que je crois que la question l'avait posée également, pour savoir s'il y avait une checklist, mais je ne pense pas. Euh, Maintenant, pour l'analyse du marché, pour les autres éléments, un entretien avec l'entreprise, un entretien avec les responsables de l'entreprise peut vous être une bonne source d'information. Si vous avez la capacité à utiliser le SWOT qu'on a vu, c'est-à-dire les 5 forces de porte qu'on a vu la semaine dernière, et puis on va essayer de produire quelque chose dessus pour comment utiliser un pestel, par exemple. Un pestel, si vous savez l'utiliser, vous avez une bonne connaissance de l'environnement d'entreprise. Maintenant, dans les secteurs, il y a aussi, dans la préparation de la mission, par exemple, une bonne petite recherche sur Google, ça résout le problème, ou ceux qui ont commencé à utiliser, et ça je vous recommande, l'intelligence artificielle. Ça peut vous faire une bonne analyse du marché aussi. Si vous avez entendu parler de ChatGPT, ça peut vous aider. Maintenant, pour la question d'outils, il y a pas, je ne crois pas que le collègue ait prévu un outil. Par contre, l'engagement que je vais prendre à la suite de cette question, c'est qu'au module 2, vous aurez un outil. Parce que je pense que ça sera peut-être où ce serait plus intéressant pour vous d'avoir quelque chose qui permet de faire le lien ou de faire des prévisions budgétaires qui peuvent être une compétence assez éloignée de la vôtre, mais je pense pouvoir faire des diagnostics, c'est des éléments, c'est des questions complémentaires qu'il faut ajouter sur l'outil que vous avez déjà. C'est pour ça qu'on vous donne aussi le contenu, parce qu'on vous donne le contenu de chaque partie pour que vous sachiez au moins ce que vous recherchez dans votre démarche. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de hyper approfondi, de hyper structuré, mais d'avoir une vue globale, c'est-à-dire de voir à peu près ce qui peut être sur le plan économique,
des freins à l'objet même de votre mission. C'est tout. C'est juste avoir un vue globale. Donc, maintenant, après, il y a le bon sens aussi hein, dans tout ce quand ils vont vous expliquer, il y a le bon sens. Et puis, c'est ce que je peux dire là, quoi. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est ce qui est faisable. Monsieur Mba? Oui, D'accord, je oui, pense que d'accord. comme additif, je pense que dans nos premiers échanges avec le COLEAD, lorsque nous montions le support de formation, c'était que éventuellement, vous, consultants, le COLEAD nous envoie en mission généralement dans les entreprises qui s'engagent dans des référentiels, dans des certifications, surtout les entreprises horticoles. Et le constat général est que à la fin de nos missions, c'est vrai, il y a un plan d'action, mais certaines entreprises ont du mal à pouvoir se conformer aux exigences par la suite, ou certaines qui le font n'arrivent pas à renouveler le certificat parce que derrière, elles se retrouvent avec des problèmes budgétaires. Donc, dans un premier temps, je pense que les entreprises dans lesquelles nous aurons à intervenir sont généralement les entreprises qui s'engagent à la certification. Sans cela, on va parler de l'étude économique pour pouvoir se conformer aux exigences. Et donc, au niveau du marché, comme le disait Claude, pour l'heure, on n'a pas conçu de documents spécifiques, mais je pense que dans les échanges avec les entreprises, ce seront généralement des entreprises pour qui l'importateur a certainement demandé, exigé des référentiels. Et donc, derrière, des négociations préalables se seraient déroulées avec ces importateurs-là. Et je pense qu'on pourrait creuser, en fait, les différents contrats avec l'importateur, les différents contrats avec les différents clients de ces entreprises-là. C'est ce que je voulais ajouter, en fait, comme additif. Tout à fait. Ok. Peut-être, bon, c'est déjà très bon la réponse que j'ai jusqu'ici, mais j'aurais aussi pensé que cette formation pouvait permettre de donner un type de conseil particulier à un certain opérateur qui a devant lui une proposition de certification. Il a une entreprise et il a besoin de prendre une décision. Est-ce qu'il faut s'engager ou pas? Est-ce qu'il faut souscrire, euh, engager un investissement par rapport à cette certification? Est-ce que c'est justifié pour lui, n'est-ce pas, de s'engager dans cette certification au vu de tout ce que l'expert va analyser? En tout cas, je ne sais pas si ce volet C'est aussi. clair. Je pense que déjà dans le module 2, nous allons évoquer les points sur les budgets et la budgétisation. Et par la suite, dans le module 3, Claude reviendra beaucoup plus sur les coûts et éventuellement la rentabilité et la fiabilité. Et donc, vous aurez des outils d'études de coûts, des outils au niveau de la budgétisation qui vont à la fin permettre à l'entreprise de faire ces différentes simulations et voir si éventuellement son projet, lui, sera rentable ou pas. D'accord. Claude, c'est toi qui vas monter l'outil, donc essaie de répondre en bas. Si tu m'as répondu, ce n'est pas complexe. Non, en tout cas, c'est une première expérience, cette formation. Donc, tout ce que vous remontez, ça qu'on a demandé aussi vos attentes, c'est qu'on va essayer d'adresser du mieux possible. Et le plus important pour nous, ça c'est la mission qu'on s'est donnée, c'est de faire le lien entre tout ce qu'on a sur le plan théorique et comment ça peut se mettre en branle sur le côté pratique. Donc, on essaiera de vous proposer des éléments pour accompagner au mieux cette autre compétence qui est en train d'être acquise là. Oui, monsieur l'enfant. Merci. Je voudrais revenir sur la culture de l'entreprise. Là, je ne maîtrise pas bien. Quand on parle de la culture de l'entreprise, sur quoi faut-il se focaliser?
D'accord. Quand on parle de culture d'entreprise, c'est plus de l'observation, hein. C'est dans la culture d'entreprise, il faut voir euh, les comportements ou que vous pouvez observer le personnel. Vous pouvez observer est-ce que vous avez affaire à un personnel qui est motivé, est-ce qu'il n'est pas motivé, quelles sont les problématiques autour, est-ce que il y a tellement d'éléments qui entrent dans la culture d'entreprise que je ne pourrais pas. Est-ce qu'ils tiennent des réunions? Il y a tellement d'éléments. Comment ils se comportent? Comment se gèrent d'un regard externe? Comment ça se passe la relation entre les hommes? Est-ce que c'est trop autoritaire? Il y a tellement d'éléments qu'on peut observer, mais c'est vraiment, vous regardez d'un regard externe comment ça se comporte. Est-ce qu'il pourrait avoir des facteurs de risque en termes de relations entre les hommes qui constituent l'entreprise? Merci. Une autre sollicitation, une autre préoccupation? Donc, je pense qu'on peut avancer. D'accord, merci Claude. Nous allons essayer de matérialiser tout ce qui a été dit depuis ce matin par une étude de cas. Je pense que vous avez tous téléchargé ou lu l'étude de cas sur la plateforme. C'est un fichier Word. Est-ce que vous avez pu lire l'étude de cas? Oui, bien sûr. D'accord. Ce qui me concerne, en tout cas, j'ai lu. D'accord. Vous avez cherché à comprendre? On va faire l'exercice. D'accord, super. Et donc ici, on s'est dit effectivement, nous avons regardé sur la plateforme, certains ont déposé leurs exercices, par contre, d'autres n'ont pas pu le lire, d'autres n'ont pas pu le faire. Et donc, on a décidé comme ça de le faire en sous-groupe, en interne, pendant cette session de formation. Donc, nous allons vous accorder 30 minutes en classe et vous allez vous donner des idées pour pouvoir le faire en groupe. Et par la suite, nous allons faire une restitution. Compte tenu du temps, nous allons peut-être prendre 2 groupes ou 3 au besoin, mais au moins nous allons demander à chaque groupe de le faire et par la suite, nous allons faire une restitution en interne. Et donc, pour lire, on a la première question, c'est à partir de l'étude de cas, mentionner l'approche d'analyse diagnostique spécifique peut être adoptée par un expert afin que celui-ci évalue la situation économique et financière de l'entreprise pour pouvoir déterminer l'ampleur de l'investissement nécessaire à l'entreprise si une certification par une tierce partie est requise pour se conformer à la sécurité alimentaire et aux bonnes pratiques agricoles. Discuter de l'importance de l'approche de l'analyse diagnostique que vous avez mentionnée et expliquer en quoi elle est plus adaptée à la situation de l'entreprise. Et donc, il serait intéressant que dans chaque sous-groupe, un puisse partager l'exercice, l'étude de cas, afin que les autres puissent éventuellement le lire et le faire ensemble. Donc, Claude. Oui. Bon, peut-être ce que je vais ajouter, c'est que nous savons que vous êtes très occupés, donc on voudrait mettre ce temps-ci, cette 30 minutes à profit, que vous puissiez faire cette obligation. Et n'oubliez pas, quand vous avez fini, il y a aussi la nécessité de soumettre sur la plateforme de manière individuelle le travail que vous aurez fait en groupe pour les besoins de la formation. Donc, les groupes seront aléatoires. Il y en a 6. Donc là, je vais lancer l'ouverture des salles et je vous souhaite de mettre à profit cette 30 minutes.
l'investissement nécessaire à l'entreprise sur une certification par une tierce partie est requise pour se conformer à la sécurité alimentaire et aux bonnes pratiques agricoles. Donc, comme réponse au sein du groupe, nous avons avancé que l'expert doit faire une analyse diagnostique intégrée ou approfondie. Il pourra ainsi dresser une liste d'indicateurs de diagnostic et de critères d'optimalité. Il fera un diagnostic financier pour identifier les points faibles et proposer des modèles de développement. Puis, il fera un diagnostic économique pour cerner l'environnement général de production affectant les résultats de l'entreprise, notamment les méthodes, des modèles économiques et les facteurs d'élasticité. Finalement, il procédera à l'analyse du positionnement de l'entreprise sur le marché. Donc, on va regarder le tableau de bord, voir la démarche normative qui pourrait être adoptée ou bien qui est déjà en cours d'adoption et la situation par rapport aux entreprises identiques qui sont, qui peuvent être des concurrents farouches. Voilà notre réponse pour la question 1. Je ne sais pas si on continue directement sur le 2 ou on laisse les autres réagir d'abord. Non, vous pouvez terminer. D'accord. Donc maintenant, pour la question 2, discuter de l'importance de l'approche de l'analyse diagnostique que vous avez mentionnée et expliquer en quoi elle est plus adaptée à la situation de l'entreprise. Donc, pour nous, déjà, on est face ici à une entreprise qui exploite seulement 2/5 de sa superficie disponible. On a aussi on a fait un état des lieux d'abord à ce niveau avant de donner la réponse. Elle produit une gamme variée de légumes. Elle a une équipe technique assez qualifiée. Elle aspire à de nouveaux marchés plus rémunérateurs parce que qui dit bio, déjà, c'est un marché plus rémunérateur. Donc, il serait intéressant de proposer comment l'entreprise va se développer quantitativement et qualitativement en termes de main-d'œuvre, de méthodes et de nouveaux investissements pour pouvoir donc assurer ce développement-là. Donc, pour nous, donc, le diagnostic financier s'impose et cela va permettre d'assurer l'évaluation des investissements, l'évaluation des coûts de fonctionnement, l'évaluation de la rentabilité ou des bénéfices de l'entreprise et va permettre aussi la modélisation des changements ou adaptations possibles sans la dénaturation des produits et des services offerts par l'entreprise. Après, c'est l'analyse économique, le diagnostic plutôt économique. Pourquoi le faire? Ça va permettre d'assurer une analyse de marché en corrélation avec l'incidence sur les résultats de l'entreprise. Donc, ça va permettre aussi d'assurer l'analyse du système de production, l'analyse du réseau de distribution, l'analyse des engagements et des motivations du personnel, mais aussi l'analyse des politiques et des démarches environnementales, sociales et de la gouvernance au sein de l'entreprise. Et en C, pour nous, c'est le positionnement sur le marché qui est d'importance, place par rapport aux autres concurrents. Et donc, cela aussi va passer par la connaissance donc, des concurrents, c'est-à-dire qui ils sont, où ils sont, leurs forces et leurs faiblesses, et la détermination du rapport qualité-prix de nos produits et services, les volumes des produits de l'entreprise, les volumes vendus par l'entreprise, les périodes d'absorption, les marchés potentiels et leurs exigences, et aussi les nouveaux engagements normatifs pour accéder à des marchés, à de nouveaux marchés. Donc, voilà en gros ce que nous avons fait. D'accord, merci Éléonore et merci au groupe d'Éléonore. Bon, je voudrais déjà demander au groupe d'Éléonore si elle a transmis fidèlement ou s'il y a encore quelques additifs. Nous étions deux, donc Éléonore a effectivement répondu, en tout cas, restitué le travail que nous avons fait, mais un peu pour le préciser, pourquoi est-ce que la méthode, le diagnostic approfondi et approprié, la réponse est donnée dans le premier, dans la première explication, c'est-à-dire que l'entreprise est déjà en place, il y a des superficies acquises, il y a un personnel qui est en place, il y a, n'est-ce pas, des productions qui sont en cours. Et c'est pour ça que nous disons que
la méthode intégrée, le diagnostic intégré est approprié. Maintenant, comment ça va se faire? Vous avez vu comment elle a présenté le diagnostic financier, économique et le positionnement sur le marché. C'est tout ce que je peux ajouter dans sa présentation. Merci. D'accord. D'accord. Merci bien au groupe de Léonard. Merci. Les autres participants, commentaires? C'était parfait? Bon, bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Bon, Bonjour. franchement, c'est tout à l'heure même qu'on a pris connaissance du document, mais bon, on va essayer de dire quelque chose. Bon, quand on a lu le contexte, il y a un objectif qui est clair, qui est identifié dedans. C'est que l'entreprise veut atteindre de nouveaux marchés et elle veut conquérir le marché européen. Et c'est pour cela qu'elle a fait appel à un expert pour voir la conformité de ses activités face au référentiel Global Gap. Et l'expert, quand il a fini, il a fait son rapport. La question maintenant est de savoir le rapport que l'expert a fait. Pour la mise en œuvre de ce rapport, quelle analyse diagnostique il faut faire pour que ce rapport soit mis en œuvre? Donc nous, par exemple, on était deux aussi. On a choisi de faire une analyse diagnostique économique. Parce que le rapport va nécessiter un plan d'action et le plan d'action va faire vraiment appel à des ressources financières et humaines pour pouvoir mettre en œuvre ce rapport. Donc, est-ce que l'entreprise, dans l'analyse diagnostique, on va chercher économique, on va chercher à savoir, est-ce que l'entreprise a suffisamment de ressources pour s'engager dans la démarche de certification Global Gap? Moi, je pense que c'est la question fondamentale qui nous est posée ici. C'est savoir si l'entreprise, après tout ce qu'elle a fait, est-ce que financièrement, elle peut s'engager dans la démarche Global Gap. Donc, nous, on a décidé d'aller dans ce sens parce que l'analyse économique permet d'évaluer la situation, comme objectif premier, permet d'évaluer la situation économique de l'entreprise. Donc, après avoir fait ça, si l'entreprise ne peut pas s'engager, on avise. Si elle peut s'engager, on avise. Donc, nous, madame, j'oublie le nom de la dame. Léonard? Non, la dame qui était avec moi. Émilie du Togo. Voici comment est-ce que nous, on a orienté notre réflexion. Voilà. Maintenant, sur ce qui a été dit, bon, eux sont allés un peu plus loin que nous. Peut-être qu'on aurait dû faire comme eux, mais voici comment nous, on a réfléchi. Pas forcément, on aurait dû faire comme eux. Vous avez fait avec votre œil d'expert et la situation qui se présentait à vous. Merci bon? à tous. Oui. D'accord. Autre commentaire? Edo à la main levée. Oui, merci beaucoup. Alors, je pense que je suis, pas je suis, nous sommes avec mon coéquipier, on était deux aussi. On est un peu allé aussi dans le sens de Olivier. On aurait dû peut-être aussi aller plus loin que ça. Alors, pour la première question, il est vrai que nous avons proposé l'approche diagnostique fondamentaux, donc l'approche intégrée. Bon, à cette question, nous n'avons pas fourni beaucoup de détails. Nous avons compris le problème dans le sens où, comme Olivier l'a expliqué, l'entreprise a fait appel à un expert qui a identifié un certain nombre de problèmes. Donc, c'est comme un médecin qui a identifié beaucoup de problèmes de santé. Maintenant, on suppose que le patient n'a pas l'argent pour traiter tous les problèmes à la fois. Donc, il était question pour nous, à travers l'approche que nous avons choisie, de prioriser les interventions parce que l'entreprise ne peut pas mettre de l'argent dans tout. Donc, il était question donc de prioriser les interventions. Donc, c'est pour cela que nous avons choisi cette approche donc intégrée. Et
pour répondre à la question 2, nous avons justifié cette approche par le fait que ça permet d'abord un diagnostic rapide. Vu que l'entreprise veut rapidement se positionner sur le marché et faire la certification Global Gap, une telle approche lui permet de faire un diagnostic rapide donc, de ces problèmes clés, de savoir quel est son état de situation financière par rapport aux problèmes que l'expert a identifiés et de savoir vite se positionner sur le marché. Ensuite, nous avons vu que l'approche permet également d'avoir plus de détails sur la situation économique et financière de l'entreprise. Parce que cette approche permet donc de déterminer si l'entreprise est capable de faire face à tel ou tel investissement et de savoir quel investissement choisir de faire et laquelle il faut laisser. Donc, pour rendre l'investissement beaucoup plus optimal pour la certification. Et en dernier ressort, nous avons proposé que nous avons choisi cette approche parce que elle permet l'application donc de procédures de sorte à établir un certain nombre de relations entre un certain nombre de relations de cause à effet. Cause à effet, donc, entre la situation actuelle, pour la situation actuelle de l'entreprise. Donc, connaître ces relations de cause à effet permet de savoir quels sont les éléments qui ont conduit aux problèmes que l'expert a identifiés dans la société. Donc, et aller traiter ces causes-là pour que l'entreprise puisse être conforme aux normes de la certification Global Gap. Donc, c'est en grosso modo ce que nous avons fait. J'étais dans le groupe avec, j'ai oublié son nom. Oui. Et Bodian. Oui, Bodian, exactement. d'accord. Voilà. D'accord, Edo, c'est bien, merci. Autre commentaire, autre groupe? Compte tenu du temps, on ne pourra pas partager l'écran pour tout le monde. Mais Oui, déjà, oui, Traoré, oui. nous avons pris comme référence le travail d'Éléonore et vous allez graviter vos réponses autour. Donc, Traoré, Oui, commentaire? merci bien, merci bien. Bon, je pense que déjà deux interventions et puis c'est deux approches de compréhension, j'allais dire un peu différentes. Moi, je pense que nous aussi, nous avons abordé la question sur... Il y a eu donc un expert qui a été donc pris pour faire un diagnostic. Le résultat est là. Maintenant, je pense qu'il ne s'agit pas... Bon, pour moi, en tout cas, la question de savoir si l'entreprise a l'argent ou pas. C'est de faire l'évaluation économique en fonction du référentiel Global Gap. Voilà, on fait l'évaluation par rapport à ça et on présente les résultats à l'entreprise. C'est à l'entreprise de prendre la décision. Voilà, je pense que la question vraiment de la disponibilité des ressources là, bon, il y a un travail qui a été fait. C'est parti de ce travail et en fonction donc du référentiel que l'entreprise vise et de lui faire une évaluation et de lui poser sur la table. Et c'est à elle maintenant de prendre la décision. Moi, je ne sais pas, c'est comme ça que j'ai compris en tout cas mon niveau. Merci. D'accord, Traoré. Un autre groupe? Nous avions 6 groupes. Hein? Oui, on est là. Mon coach. Donc, Oui. notre groupe, c'était avec M. Clotaire et Amouze. Donc, Amouze n'était pas totalement en ligne parce qu'il était en train de conduire. Donc, on a passé en revue tout le système. Donc, nous, à notre niveau, donc, on n'a pas fait comme Éléonore et son équipier. Mais on a juste fait une analyse, donc une évaluation approfondie de la situation économique et financière de l'entreprise en se concentrant sur les aspects pertinents qui sont liés à la certification, que ce soit Global Gap ou bien Bio. Donc, on a fait une analyse des coûts. Donc, les coûts liés à la main-d'œuvre, les coûts liés à la production, donc coûts liés à la main-d'œuvre. Donc, comme on a passé en revue tout, donc, on pense que l'entreprise aura besoin de renforcer les compétences du personnel existant ou bien de recruter du personnel. Donc, pour mieux recadrer son entreprise. Donc, il y a des coûts qui sont liés à la main-d'œuvre en termes de formation, etc. Mais c'est des coûts de production, donc qui sont liés à, par exemple, à la mise en place de structures, donc pour les pépinières, la mise en place d'une station de conditionnement qui est adaptée à la norme, donc aux exigences des référentiels qui sont cités, mais aussi donc la mise en place de magasins de stockage donc, qui sont
des magasins qui sont inexistants au niveau de l'entreprise. Donc, on a fait une analyse vraiment approfondie de toutes les étapes qui sont déjà réalisées par l'expert donc ayant fait le diagnostic. Donc, à chaque étape, donc, on a énuméré les coûts donc, en termes de main-d'œuvre, en termes de matières premières, en termes de production. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais, donc, on pense que c'est une analyse donc, intégrée, donc approfondie, donc pour toutes les étapes. Merci à tous. Ce qui montre que vous avez effectivement fait l'exercice. Et Alors, oui, un dernier commentaire. oui, pour ajouter à ce que Madame a dit, il faudrait savoir également que à notre niveau, nous pensons que les deux diagnostics également valent, que ce soit le diagnostic express qui est adopté par l'expert, que ce soit le diagnostic approfondi qui est adopté par l'expert. Les deux diagnostics valent pour le même but. Merci. Merci. Donc, merci à tous. Ici, vous avez tous raison. Personne n'a peur. La finalité de votre travail, c'est de permettre à l'entreprise de connaître son état vis-à-vis de son référentiel. Et son état, vous avez vu son état pour ce qui concerne le référentiel. L'expert a démontré les remarques, a mis en nu les remarques, a mis en nu les écarts par rapport au référentiel, a mis en nu tout ce que l'entreprise a fait. Et de l'autre côté, l'entreprise sollicite un expert qui a mis en nu, mais derrière le travail ou l'élément que l'entreprise recherche, c'est quelle est ma viabilité. C'est-à-dire, quel est mon état économique vis-à-vis de cet écart-là pour qu'à la fin, je puisse me conformer. Et donc, que tu utilises un diagnostic express ou que tu utilises un diagnostic approfondi, la finalité, c'est que l'entreprise puisse voir sur la base de son statu quo, quel est éventuellement son environnement économique actuel, ou à la fin, la finalité, c'est de pouvoir prendre une décision. Je m'engage ou je ne m'engage pas. Et donc, je pense que en fonction de votre œil d'expert également sur le terrain, vous aurez à choisir soit le diagnostic express ou le diagnostic approfondi, mais tout en gardant en esprit que pour faire un diagnostic économique, vous allez prendre en compte tous les éléments élaborés ou énumérés depuis ce matin. Maintenant, ce que nous disons, c'est de mettre l'exercice, c'est de le télécharger sur la plateforme. Donc, vous partagez après l'exercice en fonction des groupes et vous les téléchargez sur la plateforme. Ça nous permet derrière de voir également votre progression. C'est bon? Il nous reste 9 minutes. Donc, Claude. Oui, Traoré? Mais c'est-à-dire chacun va le télécharger. Oui, mais vous partagez l'exercice et vous le téléchargez sur la plateforme. Et ceux qui ont déjà mis, parce que moi, je l'avais oui, ceux qui ont déjà mis, c'est bon. Moi, je l'ai fait hier, j'ai téléchargé. D'accord, c'est super. Okay. Mais pour les autres, on vous conseille vivement de les télécharger. Ça permet de voir, de suivre également votre progression. Mais ce qui va être téléchargé par les autres sera meilleur ou mieux parce que là, on a fait un travail à 3, on a complété. Traoré, tu enlèves le premier et tu télécharges. Je vais aller le remplacer. Bon, d'accord. Tu remplaces. Je vais aller le remplacer. Et voilà, je vais aller le remplacer. D'accord, Traoré, tu le remplaces. On a une main levée. Oui, allô, c'est moi, c'est Oulissou. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous t'entendons très bien. Oui, merci. Je voulais juste demander par rapport à ce devoir. Donc, ça a déjà été répondu qu'on peut remplacer ce qu'on a mis en premier. Là, il n'y a pas de problème. Donc, si j'ai déjà mis mon devoir hier et que je veux le remplacer par le travail du groupe aujourd'hui, je peux encore le faire. Tu peux encore le faire. Tu peux même t'inspirer aussi des réponses pour l'améliorer si tu veux. D'accord. Et ma deuxième question, c'est est-ce que nous allons avoir des feedbacks personnalisés par rapport à ce que nous avons mis ou bien cela va se passer comment? D'accord. Comme on le disait, on pourrait faire des coachings
personnel, il n'y a pas de problème. On va regarder individuellement et éventuellement vous faire des feedbacks. Super, merci beaucoup pour ça. C'est tout ce que je voulais commenter. Merci. Monsieur Fulgence, Oui, Zakpa. Les diapos que vous présentez là, comment est-ce qu'on les reçoit? On va vous les envoyer. Ok, d'accord. Mhm. Tout ce que tu as vu sur mon écran te sera envoyé. Ok, merci beaucoup. Sur tous les diapos, hein, pas les autres. D'accord. Merci. D'accord, donc nous avons fait l'exercice. Claude, tu termines? D'accord, donc je peux faire dérouler par rapport au temps. Si on peut se donner, en fait, ici on présente juste les étapes de la démarche pour pouvoir mener un diagnostic approfondi ou intégré. C'est-à-dire qu'il faut toujours s'intéresser d'abord prioritairement à la stratégie d'entreprise. Après, il y a une segmentation du marché, c'est-à-dire vous regroupez les produits d'entreprise selon un critère d'homogénéité et peut-être ça peut être les différents pays sur lesquels ils vendent ou les différents articles qu'ils vendent. Et puis vous voyez quelles sont ces variables clés de compétitivité pour chaque segment. Donc, quand vous avez fait ça, ça vous permet, quand vous avez intégré la stratégie, de définir naturellement les objectifs opérationnels. C'est-à-dire que s'il a un contrat qui donne un contrat d'exportation, ça suppose que derrière, il faut pouvoir définir des objectifs en termes de quantité à produire pour pouvoir satisfaire ce contrat et de délai pour pouvoir tenir en compte du temps de transport pour pouvoir respecter le contrat, les contours du contrat. Après, il y a une analyse détaillée d'existence, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure dans l'étude de cas. Il faudra regarder chaque élément, mais en temps de fond, se demander que chaque élément sur lequel va s'appuyer l'entreprise permette d'atteindre les objectifs opérationnels ou la stratégie industrielle qu'on a définie. Et là, naturellement, on a abordé les questions, ne pas hésiter à aller jusqu'à l'organisation industrielle, c'est-à-dire les modes de production. Est-ce que ça va être le mode qu'ils ont choisi le plus pertinent? Après, quand vous avez identifié l'analyse existante, naturellement, vous faire voir certains dysfonctionnements. Et là, il sera question, vous n'aurez que les effets, c'est-à-dire qu'il y aura ce qui est apparent, il faudra essayer d'identifier quelles sont les causes, pourquoi ce qu'on voit, d'où provient ce qu'on voit au premier regard. Et là, vous avez les facteurs clés, c'est-à-dire les éléments sur lesquels il faut agir pour changer l'état actuel. Et puis, naturellement, quand vous avez identifié ces facteurs, vous allez naturellement déboucher sur un plan d'action. Qu'il s'agit de décliner les moyens pour atteindre les objectifs opérationnels, pour lever les dysfonctionnements qu'on a pu constater et également définir des indicateurs de progrès, ça veut dire, et de mesures, c'est-à-dire que quand on a identifié un dysfonctionnement, comment on se rassure qu'aujourd'hui, ce dysfonctionnement n'existe plus? Basé sur notre plan d'action, comment est-ce qu'on va pouvoir évaluer le progrès dans le cadre du plan d'action qu'on mettra en place pour chaque élément d'action qu'on aura défini. Donc, voilà un peu les étapes de manière sommaire qu'il faudra faire. Maintenant, il y a un point sur lequel on peut insister, les causes de non-compétitivité. Pourquoi? Non, non, s'il te plaît. Voilà. Donc, les causes de non-compétitivité, naturellement, ça peut être des dysfonctionnements, et ça, c'est ce que le diagnostic va vous révéler dans un certain nombre de domaines de fonctions de l'entreprise. Ça peut aussi être des objectifs qui sont peut-être trop ambitieux, d'accord, par rapport à ce que l'entreprise a comme capacité de production, ou par rapport à la stratégie, ou des objectifs qui ne sont pas alignés sur la stratégie de l'entreprise. Ça peut être aussi ça. Et puis, il peut y avoir aussi une non-cohérence entre les objectifs de l'entreprise et l'allocation des ressources. Et ça introduit le prochain module, qui sera autour de l'allocation des ressources pour pouvoir valider la viabilité du projet de développement d'entreprise. Donc, pour ce prochain module, qui est le module 2, nous allons parler de la budgétisation.
C'est un bien gros, mais tout le monde fait des budgets. Si vous organisez une fête, vous allez forcément faire un budget un jour. Si vous gérez pour la gestion de la maisonnette, nous allons forcément faire un budget. Depuis l'école primaire, nous faisons des budgets. Donc, du coup, c'est juste ici voir comment ça se décline dans la vie d'entreprise, quelle est la démarche qu'il faut adopter, quels sont il y aura les inducteurs, c'est-à-dire quels sont les éléments qui vont permettre d'identifier les coûts, quels sont les inputs qu'on va intégrer et quelle est la corrélation qu'il y a entre les différentes fonctions de l'entreprise. On va aborder dans la troisième session un concept pour moi très important parce que beaucoup de problèmes de cohérence des prévisions financières sont liés à l'ignorance de ce concept qui est la capacité de production. Donc, on reviendra dessus naturellement et puis on poursuivra avec notre étude de cas qui est le fil rouge de notre formation. Donc, comme je vous ai dit, ici, naturellement, on vous proposera un additif de ce que vous trouverez dans le contenu de cette formation, un outil pour vous aider dans la budgétisation. Ça, c'est un engagement fait de Fulgence et moi prénom et qui sera spécifique vraiment à notre session de formation francophone. Donc, voilà à peu près ce qu'on a préparé pour vous aujourd'hui. Nous espérons avoir, une fois de plus, atteint nos objectifs en termes d'attente. Et nous disons, s'il n'y a pas de questions, vendredi, même heure, même lieu, pour la prochaine session où nous parlerons de budget. Bon. OK, merci. Merci. Ok, merci. Bonne journée. On va, pour la journée, ouvrir les caméras, pour ceux qui ont les caméras, et prendre la photo de famille du jour. Bon, moi, aujourd'hui, je ne pourrai pas vous rejoindre. D'accord, pour la prochaine fois. C'est pas grave. Mais donc, ne te déconnecte pas. Ça me permet aussi de voir les présences. OK. Merci. Merci, au revoir. Bon mardi et à vendredi. Bonne journée, bye bye. Merci. Merci.